Voilà, c'est parti et bienvenue à notre webinaire Revue technique des marchés avec Laurent Albi, le président de la FAD, qui est avec nous et BNP Paribas. On est heureux que vous êtes de nouveau, comme chaque semaine, avec nous et on va analyser plein de sous-jacents aujourd'hui et on a eu plein de questions cette semaine en fait. C'était très sympa. Il y a aussi Hervé qui a demandé encore aujourd'hui sur Alstom en fait. Et il se demande s'il a bien fait de vendre ses actions. Donc peut-être on peut regarder ça après si le temps nous permet, mais je donne le micro et aussi l'écran à Laurent pour qu'il commence avec une présentation. Merci Falco. Alors, n'oublie pas de me donner le partage d'écran. Voilà. Voilà, vous devriez normalement m'entendre et voir mon chart du CAC 40. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau webinaire, cette heure que nous allons passer ensemble à examiner les sous-jacents que vous nous avez transmis pendant la semaine, et je dois vous dire que je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de questions. Alors c'est vrai que ça me donne un petit peu plus de travail, mais en tout cas ça nous montre que le webinaire vous intéresse. Alors je continue de vous répéter que on peut faire de l'analyse technique sur tous les actifs qui sont liquides, donc on peut parler des devises et des matières premières. Je vous dis ça parce qu'on reçoit toujours beaucoup de questions sur les actions. Et puis deuxièmement, n'oubliez pas que vous avez toute la semaine pour nous envoyer, ou plutôt pour envoyer à Falco vos questions par email jusqu'au jeudi soir. On arrête le jeudi soir et toutes les questions qui arrivent après, excusez-moi, le mercredi soir, et tout ce qui arrive après, c'est-à-dire jeudi matin, on traite sur le webinaire suivant. Ce que je voulais également vous préciser, c'est que c'est un webinaire d'analyse technique. Je vous dis ça parce que nous commençons à recevoir des questions sur des paramètres fondamentaux et ce n'est pas l'objet de ce webinaire d'y répondre. On essaye vraiment de se concentrer sur la structure que laissent les prix dans le temps et essayer de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et d'en déduire des scénarios pour l'avenir, court ou moyen terme. Donc, pas de questions sur les valorisations, sur les marges qui s'améliorent, sur voilà, toute cette famille de questions. Nous allons la laisser de côté pour le moment. Alors, l'agenda de cette semaine, on va faire un point rapide sur le CAC 40 comme à notre habitude. On a eu des questions sur les banques et sur le secteur bancaire. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant de faire de procéder à un panorama rapide du secteur bancaire, tant sur l'évolution de ses cours, mais également l'étude de sa force relative par rapport au reste du marché. La semaine dernière, on a fait le secteur de l'industrie. La semaine précédente, on a fait le secteur énergétique. La semaine précédente, on a fait le secteur de la santé. Donc, vous voyez, toutes les semaines, on essaye de couvrir un secteur, soit parce que je trouve qu'il est dans une configuration intéressante, soit parce que vous nous en faites la demande. Les actions, alors on a cette semaine Orpea, Total, Air Liquide, SPI, Nexans, Crédit Agricole et Gemalto. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout couvrir, mais en tout cas, on va essayer. Et puis, si on a le temps, eh bien, je vous ai préparé un petit chart que vous devrez analyser vous-même et on verra ensemble ce qu'on peut en déduire. Voilà, c'est parti. Alors, j'enlève voilà, ce template PowerPoint et on va regarder donc rapidement le CAC 40 qui aujourd'hui encore fait une journée de hausse. Hier, on a eu une petite journée d'hésitation avec, vous le voyez, cette bougie noire avec un tout petit corps. Le CAC 40, depuis qu'il s'est mis à progresser le 6 septembre, on est le 5 octobre, il n'y a eu aucune
correction significative dans cette progression qui, grosso modo, est de 7,5%. Alors, le contexte technique du CAC 40 à long terme, c'est un contexte qui est haussier. À moyen terme, c'est-à-dire depuis le début de la correction qui a eu lieu le 8 mai, on est sur un contexte de consolidation. Et à court terme, on est bien évidemment dans un mouvement qui est ascendant. Alors, ceux qui ont eu la perspicacité de rentrer dans ce mouvement haussier, eh bien, il faut conserver, puisque on ne voit pas pour le moment ni de figure de retournement et je n'ai pas des divergences sur des indicateurs, donc ça continue de monter. En revanche, ceux qui ne sont pas dedans, bien évidemment, il n'y a aucun timing, à mon sens, pour rejoindre cette tendance, d'autant plus que vous le voyez, elle a fait la majeure partie du chemin et qu'on s'approche maintenant dans le dernier dixième, entre 5375 et 5442. Autrement dit, on va plus rentrer dans une zone où les opérateurs vont penser à prendre leurs bénéfices plutôt qu'à renforcer. Alors, il n'y a pas de signal comme quoi il va y avoir une consolidation, puisqu'on est ce soir, on a clôturé avec un nouveau plus haut pour ce mouvement débuté au début du mois de septembre. Malgré tout, je ne serais pas surpris de voir une consolidation, une correction apparaître sur le chart du CAC. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout le moment d'acheter. Alors, quand on a un mouvement impulsif qui est aussi étiré, la correction peut être de deux ordres. Elle peut être dans le prix, c'est-à-dire qu'on va assister à des prises de bénéfices qui vont peut-être cascader les uns derrière les autres, les stops vont être touchés et on va avoir un repli qui finalement sera assez sain. Idéalement, ce repli dans ce contexte haussier démarré à la fin du mois d'août, si on retournait sur les 5300 points, eh bien ça serait une opportunité parce que le stop il est sous 5248, le petit gap que vous voyez ici, et qui en ligne de clôture représente un 38% de retracement. Soit donc on fait une correction dans le prix, soit on fait une correction dans le temps. C'est-à-dire que le consensus reste extrêmement haussier, les acheteurs continue de tenir le marché et par conséquent on va faire une dérive, petite dérive latérale, bornée, compacte, ordonnée, autrement dit qui va bien montrer que la psychologie des investisseurs ne s'est pas modifiée et ça peut durer typiquement 7, 10 jours, et puis après, on repartira à la hausse. Alors quand on a des petites consolidations latérales comme ça, bah, ça peut tout à fait être, par exemple, un drapeau. S'il y avait effectivement une figure de continuation en drapeau qui devait apparaître dans les jours prochains, eh bien, ça serait tout à fait légitime de voir les prix se tasser un petit peu avant de repartir. Alors, après, on peut avoir différentes opinions sur la capacité du CAC à dépasser ses sommets du printemps. Je crois que le DAX l'a fait. On peut regarder 15 secondes ensemble où il en est. Voilà, donc c'est vraiment à la marge, mais il est en train d'inscrire, regardez, si on se met en ligne de clôture, il a bien franchi son précédent sommet, donc le DAX est surperforme le CAC 40. Donc on peut émettre l'hypothèse d'avoir effectivement aussi un CAC qui dépasse son précédent sommet. Personnellement, mais alors c'est un avis subjectif que j'ai qui n'engage que moi et je peux me tromper. Je crois qu'on va corriger avant de franchir le sommet du mois de mai. Et ça serait même assez sain qu'il y ait une correction avant le franchissement. Parce que si on devait franchir ce sommet à 5442 dans la ligne droite qui est actuellement en train d'être tracée par les prix, alors ça pourrait tout à fait ressembler, en tout cas c'est comme ça que je l'interpréterais, comme un piège haussier. C'est-à-dire qu'on dépasse le sommet, il y a de nouveaux entrants qui, sur signal du franchissement du précédent pic, rentrent et puis derrière on corrige. Donc ça me plairait pas du tout d'accompagner cette tendance haussière sur franchissement de la résistance à 5442.
En revanche, si on fait une pause et qu'on n'arrive pas à franchir du premier coup et qu'on fait, comme je vous le disais, soit un pullback, soit une consolidation latérale qui pourrait tout à fait revenir vers les 5340, 5375, alors là, pour le coup, ça vaudrait le coup d'envisager de rentrer long sur le CAC avec à la clé un franchissement possible de la résistance à 5442. Juste pour Laurent, terminer, oui, Falco. Laurent, Philippe est complètement d'accord avec toi. Il dit souvent le mois d'octobre est baissier avant de repartir pour la rallye de fin d'année. Alors, le mois d'octobre est effectivement un mois qui a laissé de mauvais souvenirs chez pas mal d'investisseurs, que c'est un mois qui est volatile. Cela dit, ce n'est pas parce que j'ai pas regardé d'ailleurs les statistiques de la saisonnalité pour savoir exactement ce qui se passe en octobre, mais ce n'est pas parce que septembre aussi est normalement un mauvais mois entre guillemets. C'est-à-dire que je crois que historiquement le CAC en septembre perd 1,5%, quelque chose comme ça. Bon, ben vous voyez, ça s'est pas du tout passé. Donc attention aux idées toutes faites. Je crois pas que cette saisonnalité ça soit un facteur déterminant dans la conduite de l'évolution du CAC pour les prochaines semaines, mais c'est vrai qu'octobre a toujours été un petit peu, enfin, a été parfois un petit peu difficile à gérer et une petite correction au mois d'octobre serait effectivement en phase avec ce qu'on connaît. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire rapidement sur le CAC. Vous savez que je regarde souvent le RSI, il est suracheté, il est fort, il est dans une tendance haussière, et il ne présente pas de divergence, donc aucun signal baissier de la part du RSI. Par ailleurs, l'ADX en 14 périodes, eh bien voilà, il est en train de partir à la hausse. Il est à un niveau qui devient intéressant, 27. Ça veut dire qu'on a une tendance haussière qui est en train de prendre sérieusement forme, et c'est pour ça que je pense que a priori, avec cet ADX qui monte et ce DI+ qui est haut mais qui n'est pas pour autant suracheté, si on avait un repli, ça ne serait qu'un repli et on devrait a priori aller un petit peu plus haut. Voilà, j'en ai terminé avec le CAC. À moins... Ah oui, alors je ne vous ai pas donné les niveaux d'invalidation. Alors, à court terme, moi, le niveau que je surveille qui donc invaliderait ce mouvement haussier actuellement en cours, ça serait sous 5248 points, parce que comme je vous l'ai dit, si on se met en ligne de clôture, c'est-à-dire à partir d'ici, eh ben, le 38%, il passe par ce petit gap à 5248. Donc, c'est le niveau qui invaliderait donc le mouvement actuel. À long terme, le niveau qui confirmerait la tendance qui par ailleurs est haussière sur le CAC 40, eh bien c'est un dépassement durable de cette résistance à 5442 points avec comme target de court terme 5540 et target de moyen terme, entre guillemets, les zones de résistance de l'automne 2007 qui se situent entre 5687 et 5718. On va passer maintenant au secteur bancaire. Je crois que c'est Daniel qui nous a envoyé un petit mail en nous demandant si la remontée des taux n'est pas finalement un facteur positif pour le secteur bancaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans une analyse approfondie entre le lien qui existe entre les taux d'intérêt et le secteur bancaire. Bien que ce soit une question centrale, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que d'abord, il faut que les taux remontent réellement. Ça, c'est le premier point. Ce qui fera remonter les taux, c'est une inflation qui revient de manière durable et significative dans l'économie. Pour le moment, cette inflation, c'est un petit peu l'arlésienne. On ne la voit pas trop. Qu'est-ce qui pourrait refaire revenir l'inflation? Par exemple, c'est la hausse des salaires. Pour le moment, on ne voit pas une hausse significative des salaires. Deuxièmement, ce qui serait effectivement un facteur de soutien pour les banques, c'est s'il y avait une courbe des taux
qui reprenaient une pente significative. C'est-à-dire qu'on aurait des taux longs qui progresseraient de manière beaucoup plus rapide que les taux courts. Et là, effectivement, on aurait une courbe qui nous montrerait que on a une industrie qui pourrait profiter donc de cette pontification, et ça serait effectivement un facteur de soutien. Pour le moment, j'ai pas regardé avant de venir, mais les banques centrales ont un effet sur les taux courts, elles peuvent les remonter. En revanche, elles n'ont pas d'effet sur les taux longs. C'est le marché qui décide. Et pour le moment, il me semble que on a une courbe des taux qui repart à la hausse, mais c'est encore vraiment tout petit, c'est naissant, et on ne peut pas parler d'un mouvement d'ampleur qui montre que on a un écart important et durable sur les taux. C'est pour cette raison, voilà, j'ai fait ce tout petit préambule sans trop rentrer dans les détails, parce que finalement, quand on regarde le comportement du secteur bancaire face au marché, et c'est ce que vous avez actuellement sous les yeux, c'est un ratio entre le secteur banque et le Stoxx 600, bien, on voit que on est à l'intérieur d'un trading range. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un ratio qui évolue horizontalement? Eh bien, que le secteur, ou en tout cas le sous-jacent en question, performe en ligne avec le marché. Alors, on va repréciser comment interpréter les ratios quand on les fait dans une tendance haussière. Quand vous avez un ratio, cela signifie que le sous-jacent que vous analysez surperforme le dénominateur, c'est-à-dire le marché. Dans une tendance haussière, si le ratio baisse, cela signifie que l'actif que vous analysez progresse comme le marché, mais moins vite. C'est pour ça que le ratio baisse. Dans une tendance baissière, quand vous avez un ratio qui monte, ça veut dire que votre sous-jacent baisse moins vite que le marché. Et dans une tendance baissière, quand vous avez un ratio qui baisse, cela signifie que votre sous-jacent baisse plus vite que le marché. Dans tous les cas de figure, il faut éviter de rentrer sur des sous-jacents qui, lorsqu'ils sont comparés au marché, sous-performent, c'est-à-dire présentent un ratio baissier. Quand on regarde le secteur bancaire, comme je vous le disais, on évolue de manière latérale entre 0,49 et 0,45. Autrement dit, on a un secteur bancaire qui est en ligne avec la performance du marché. Autrement dit, il n'y a pas de raison de ne pas rentrer sur le secteur bancaire quand on regarde ce chart. D'autant plus qu'il faut également préciser que le secteur bancaire européen, c'est aussi bien les banques espagnoles que les banques allemandes. Donc, aucun rapport entre les deux. Donc, quand on regarde ce chart du secteur bancaire, pour rester très général et synthétique, on voit en tout cas que pour le moment, il n'y a pas de surperformance annoncée par le ratio sur les banques depuis décembre 2016, c'est-à-dire depuis presque un an. Quand on va regarder maintenant le secteur lui-même, eh bien, on retrouve finalement, à peu de choses près, ce qu'on voyait sur le ratio, c'est-à-dire une consolidation latérale. Alors, on est près de la résistance à 191,30 et si effectivement ce niveau était franchi de manière durable, alors ça veut dire que c'est ce mouvement entamé le 8 juillet 2016 qui s'est structuré en deux temps, une première phase ascensionnelle, une phase plate, et on reprendrait potentiellement, si et seulement si il y avait un franchissement de la résistance, on reprendrait la tendance haussière démarrée en 2016. Pour le moment, on voit qu'on est toujours sous la résistance, qu'on est sur un niveau qui a été testé deux fois par le passé. Autrement dit, j'ai envie de vous dire que ça serait bienvenu si cette tendance de long terme devait être confirmée, eh bien que le franchissement se passe maintenant. Parce que quand on échoue une troisième fois, alors vous me direz, c'est pas scientifique, on peut y arriver à la quatrième. Mais bon, je dirais que statistiquement, on fait un premier sommet à 190, on marque le niveau, on fait un deuxième test sur 190, ça veut dire qu'on transforme le niveau en résistance. Le troisième test, il faut le franchir. Donc on va voir ce qui se passe. En tout cas, à court terme, le niveau qui invalide ce mouvement ascendant démarré début septembre, eh bien c'est 175,17 et le niveau de moyen terme qui invalide la tendance haussière démarrée en juillet, c'est 170 points.
Hein. C'est les niveaux à surveiller à la baisse. Et à la hausse, donc je vous disais, c'est 191 qui doit être franchi pour donner un signal de continuation haussière sur le secteur bancaire. Est-ce qu'il y a des questions, Falco, ou je continue? Alors, il n'y a pas de questions. Alors, on va regarder Crédit Agricole, puisque c'est Michel qui nous pose la question. Alors, sur Crédit Agricole, on a d'abord, comme je viens de vous le dire, le secteur bancaire qui est en ligne avec le marché, donc pas de raison d'éviter les banques. Deuxièmement, on a une tendance, vous le voyez, de moyen terme qui est haussière, très forte. Et puis là, vous voyez que ça devient un petit peu poussif. Ça veut dire que ça patine un petit peu. Pourquoi? Vraisemblablement parce qu'il y a de l'offre qui rentre sur le marché. Donc on peut dire moyen terme haussier, court terme, toujours haussier, mais avec une couleur un petit peu neutre, puisque vous le voyez, on est dans un range marqué avec un support à 14,37 € et on revient sur la résistance. Alors, je vais mettre des moyennes mobiles pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe et puis on va les garder. J'aime bien la moyenne mobile exponentielle en 10 périodes et la moyenne mobile arithmétique en 43 périodes. Et vous le voyez, on a des moyennes mobiles qui, lorsqu'on était dans une phase d'impulsion, étaient toutes les deux haussières. Là, alors, elles le sont toujours, mais on voit bien qu'elles ont croisé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis qu'on a des moyennes mobiles qui sont plates et un trading range en formation à court terme sur Crédit Agricole. Si on regarde... Oui, Falco, tu veux dire quelque chose? Oui, il y a Louis-Marie qui pose la question, pourquoi 43 en fait? C'est totalement arbitraire, Louis-Marie. C'est mon expérience qui fait que j'aime les moyennes mobiles. Alors, j'aime les moyennes mobiles à 40 jours parce que ça représente 2 mois. Sauf que dans un mois, il n'y a pas 20 jours ouvrables. Il y a en général, pour être exact, je crois que c'est 21,63. Donc, il y a grosso modo 22 jours de travail où les marchés sont ouverts par mois. Donc, je multiplie par 2 et j'ai 44. Donc, voilà, j'ai pris 43. C'est parce que ça représente 2 mois d'activité sur les marchés. Mais c'est encore une fois uniquement basé sur mon expérience et si vous prenez une moyenne mobile à 40 périodes, elle vous donnera les mêmes choses. Donc ne vous focalisez pas trop sur mes réglages, ils sont personnels et chacun a les siens. Donc, super, merci. Je disais, le RSI, il n'est pas beau le RSI. Regardez, pourquoi il n'est pas beau? Parce qu'il a fait un plus bas à 34. Alors je vous donne ici une deuxième règle qu'il faudra retenir, c'est que le RSI n'est pas borné par défaut. Enfin, excusez-moi, le RSI est borné par défaut entre 70 et 30, mais selon qu'on est dans un marché haussier ou dans un marché baissier, les bornes fluctuent. Quand on est dans un marché haussier, les bornes du RSI se situent entre 80 et 40. Quand on est dans un marché baissier, les bornes se situent entre 60 et 30. Ici, on a un RSI qui a fait une petite incursion vers les 35. C'est un petit peu faible pour moi. Donc, j'ai un RSI qui montre des petits signes, pas très importants, mais des petits signes de faiblesse. Par ailleurs, vous savez que j'affectionne l'ADX et mon ADX, alors attendez, je ne sais pas pourquoi il est grand comme ça. Alors, mon ADX, je vais le grossir un petit peu, il est en pleine baisse, il est à 18, autrement dit, quand on a un ADX qui baisse, cela signifie qu'on n'a pas de tendance forte, d'ailleurs ça se retrouve sur le prix. Par ailleurs, on a un DI plus et un DI moins qui n'arrêtent pas de croiser, ça montre bien qu'il y a un équilibre entre optimisme et pessimisme, autrement dit, qu'il n'y a pas l'un des deux camps
qui contrôle le marché. Donc, en synthèse, sur Crédit Agricole, là, je vous prie de m'excuser, voilà, j'ai juste un petit problème. Donc, en synthèse, sur Crédit Agricole, on est sur un mouvement de moyen terme qui est haussier, sur un mouvement de court terme qui est haussier neutre. Le niveau qui invalide à court terme le mouvement haussier, c'est la rupture du support à 14,37 €. Le niveau qui invalide à moyen terme le mouvement haussier, alors il est un petit peu compliqué à trouver. En ce qui me concerne, moi, je considère que on ne doit pas enfoncer le gap qui a été ouvert ici. On ne doit pas le combler. Donc, je mets un stop de moyen terme, d'invalidation de moyen terme à 12 et certains le mettront à 12,73. On est typiquement dans une configuration technique où le stop de moyen terme, il est un petit peu, il porte à discussion. En tout cas, moi, je suis de ceux qui le mettent sur 12 €, c'est-à-dire comblement du gap, le niveau qui confirme la tendance haussière de moyen terme, c'est le franchissement durable de cette borne à 15,69 €. Donc, en synthèse, Crédit Agricole, moyen terme haussier, court terme haussier neutre, on attend le franchissement pour avoir à nouveau un signal d'une reprise de tendance haussière vers des nouveaux plus hauts pour le mouvement commencé il y a un petit peu plus d'1 an. Est-ce qu'il y a des questions, Falco? Non, il n'y en a pas en ce moment. Il y en a. Alors, d'accord. Alors, on va enclencher On continue. directement sur Air Liquide. Alors, Air Liquide fait partie du secteur de la chimie. C'est un secteur qui est fort, c'est-à-dire qui est dans une tendance haussière et qui par ailleurs surperforme le marché. Donc, c'est intéressant quand on a un secteur qui est en état de surperformance, de chercher des candidats à l'intérieur de ce secteur. Une bonne façon de trouver ces candidats, c'est de refaire des ratios entre le candidat lui-même, c'est-à-dire Air Liquide et d'autres actions du secteur de la chimie, avec le secteur lui-même. Puisque vous avez un secteur qui est fort, si vous avez des actions qui sont plus fortes que le secteur, eh bien vous avez en fait des champions qui surperforment à la fois le secteur et l'ensemble du marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Air Liquide? La première chose, c'est qu'on est sur une tendance de moyen terme qui est haussière, puisque vous le voyez, il y a eu un démarrage assez long, quoique haussier à partir de juillet 2016, mais c'est surtout à partir de novembre 2016, c'est-à-dire il y a 1 an, que le titre s'est mis à progresser de manière significative. Donc ce mouvement-là, de moyen terme, c'est un mouvement haussier. À l'intérieur de ce mouvement haussier, on a un mouvement de court terme qui est lui également haussier. On a dépassé le sommet du 19 juin et par conséquent, on est sur un niveau de pic historique sur Air Liquide. C'est par conséquent un titre qui est extrêmement fort. Les moyennes mobiles. Oui, Falco. Il y a une question de Hervé, en fait, non, de Henri, pardon, qui dit comment traitez-vous graphiquement l'attribution d'une action gratuite pour 10? Ben non, c'est pas moi qui le fais. Normalement, c'est votre provider qui doit faire le split et ajuster les cours à cette opération. Est-ce que j'ai répondu, Falco, Je à la le laisse question? répondre. Ah oui, ouais, bon, c'est traité directement par les plateformes, dit Daniel. Ça, c'est une Exactement. nouvelle version, en fait. Il y a 2 participants qui répondent dans une émission, l'un à côté de l'autre. Ça, c'est sympa. Voilà, donc effectivement, hein, vous n'avez rien à faire. C'est votre provider qui doit faire le travail d'ajustement des cours. Alors, si on regarde ensemble Air Liquide,
on voit qu'on a un ADX qui est extrêmement haut, à 58. Il est suracheté. Ça veut dire qu'on a une tendance qui est très forte, peut-être trop forte. D'ailleurs, on retrouve sur Air Liquide un petit peu de la configuration technique dont on parlait il y a quelques instants sur le CAC 40, c'est-à-dire une progression qui se fait sans aucune correction. Quand on arrive comme ça en haut sur un nouveau pic historique et qu'on n'a pas véritablement corrigé de manière significative pendant toute la montée, on ne peut pas ignorer le risque de voir une correction. Donc, premier élément, le risque, il est baissier à très court terme sur Air Liquide. Ce risque baissier générerait peut-être une opportunité de revenir à l'achat sur des points plus bas. Il faut quand même souligner que j'ai mis une moyenne mobile exponentielle en 10 périodes sur le chart. 10 périodes, c'est 2 semaines, et elle est exponentielle. En 2 mots, ce que ça veut dire une moyenne mobile exponentielle, c'est que les derniers cours vont être surpondérés par rapport aux premiers. Une moyenne mobile arithmétique, vous prenez les 10 cours, vous divisez par 10 et vous avez un prix, vous avez un niveau. Quand vous utilisez une moyenne mobile exponentielle, la dernière évolution des prix va être plus considérée que ce qui date. Et par conséquent, ça va la rendre extrêmement réactive. Et quand on a une moyenne mobile qui est comme ça, orientée à la hausse, et qu'on a des prix qui sont toujours au-dessus, et que l'écart entre les prix et la moyenne mobile est un petit peu trop important, eh bien je ne serais pas étonné de voir le gap qui a été ouvert comblé. Et si c'était le cas, alors ça signifierait qu'on va avoir une correction un petit peu plus profonde. Tant que le gap reste ouvert, et il peut le rester, alors on peut avoir une consolidation latérale avant une reprise de la hausse. Mais vu la tête des 3 dernières bougies, c'est-à-dire qu'on a finalement un niveau de support assez important maintenant, assez important sur un horizon de temps immédiat à 104 €, on voit qu'il a été testé 3 fois, on voit que le corps des bougies n'est pas très grand, sans toutefois être minuscule. Autrement dit, il faut que ce gap reste ouvert pour qu'on puisse conserver donc un biais haussier immédiat sur Air Liquide. Donc, je vous disais, un ADX qui est suracheté, un DI+, qui est en train de faire une petite correction, c'est normal, on stagne sur les prix. Un DI- qui ne donne aucun signe de vie pour le moment, c'est un signe encourageant. Et puis, quand on regarde le RSI, eh bien, on voit qu'il fait un nouveau sommet et qu'il n'y a aucune divergence. La semaine dernière, je vous ai donné une règle, je vais la répéter, elle est importante. Quand vous regardez le RSI faire un nouveau sommet avec les prix, vous pouvez a priori penser que le sommet fait par les prix n'est pas le dernier et qu'il y en aura un autre derrière. C'est quand vous avez un sommet sur les prix et une divergence baissière sur le RSI que vous pouvez penser que ce sommet sur les prix, accompagné de la divergence, est peut-être le dernier sommet dans le mouvement qui précède. Là, en l'occurrence, sur Air Liquide, a priori, on a un RSI qui ne fait pas de divergence, donc ça veut dire qu'on a un nouveau sommet qui devrait être inscrit derrière et que par conséquent, si on avait un repli, ça serait une opportunité potentielle de revenir à l'achat. Le niveau qui est intéressant, c'est autour des 100,50 €. Alors, on peut plutôt parler d'une bande plutôt que d'un prix précis. La bande, ça serait finalement entre 102,38 et 100,5, c'est-à-dire toute cette zone est une zone de support à l'intérieur de laquelle, s'il y avait un repli, on pourrait avoir des opérateurs qui reviennent à l'achat. Le niveau d'invalidation sur Air Liquide à court terme, c'est 100,50 parce que c'est, vous le voyez, le niveau qui avait été un niveau de pullback dans la baisse. Autrement dit, si on retournait à l'intérieur de cette consolidation ici, ça serait malvenu pour une reprise immédiate de la hausse. À moyen terme, en revanche,
le niveau d'invalidation, il est à 91,60, c'est-à-dire le dernier creux avant le dernier sommet. Hein, donc c'est très important d'intégrer également le fait que selon l'horizon de temps que vous considérez, les niveaux d'invalidation ne sont pas du tout les mêmes. Hein, il ne faut pas se tromper sur l'échelle de temps qui vous intéresse. Un niveau d'invalidation à court terme sera différent d'un niveau d'invalidation à moyen terme, c'est-à-dire en semaine, d'un niveau d'invalidation à long terme en mois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Air Liquide. C'était une question qui avait été posée par Pierre. Alors, on va continuer maintenant avec Nexans. C'est une question qui a été posée par François, qui s'interroge donc sur le potentiel haussier de Nexans à venir. Nexans, c'est un fabricant de câbles électriques, il fait partie du secteur industriel, c'est un secteur qui est fort et par conséquent un secteur qui est intéressant d'examiner pour y trouver des candidats. À l'intérieur de ce secteur, donc, on a Nexans qui est dans une tendance de moyen terme qui est comment? Regardez l'écran. Qu'est-ce qu'on voit sur Nexans depuis cette période, c'est-à-dire septembre 2016, c'est-à-dire grosso modo 1 an? On voit que Nexans fait du surplace. Autrement dit, à moyen terme, on est dans une tendance plate. À court terme, on est dans une tendance ascendante, puisque vous le voyez, depuis le début du mois de septembre, le 30 août exactement, on est dans une phase ascensionnelle. Tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité du CAC de faire une correction dans le prix ou dans le temps. Ben, vous voyez là sur Nexans, il a fait un petit pâté. La correction, elle n'a pas été dans le prix, elle a surtout été dans le temps, puisqu'il a stationné pendant environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, environ 15 jours. Enfin, 15 jours ouvrés, 2 semaines, 10 séances, et puis ensuite il est reparti à la hausse. Donc sur Nexans, l'ADX, c'est pas trop pertinent de le regarder parce qu'on n'est pas dans une tendance, on est dans un trading range, donc on paye les supports, on vend les résistances, donc il vaut mieux regarder des indicateurs comme le RSI ou comme les stochastiques. En ce qui concerne le RSI, on voit qu'il est fort et qu'il arrive à 73 dans une zone qui historiquement était une zone de surachat et qui concorde avec le fait que à 53,87, 55 €, on arrive près d'une zone de résistance. Alors, sur Nexans, voilà, pour que la tendance de long terme, c'est-à-dire, regardez, on va se mettre 5 ans, voilà. Pour que cette tendance qui a démarré en décembre 2014, pour que cette tendance haussière, elle soit de nouveau confirmée, il faudra franchir 55 €. À court terme maintenant, le niveau qui invalide le mouvement entamé il y a 1 mois, il est un petit peu loin, mais il est ici, c'est-à-dire à 47,88 €. Ok, donc court terme, invalidation à 47,88 €, moyen terme, invalidation à 44,56 si on sort par le bas du range. La tendance de long terme est confirmée sur franchissement de 55 € et à moyen terme, on aurait sur le franchissement et la sortie de ce trading range un nouveau départ haussier vers 58,97 puis 62 €. Donc, Nexans est dans un trading range latéral. On attend de voir comment les opérateurs vont se comporter sur le test de la résistance à 54,55. S'il y avait franchissement, effectivement, on aurait un signal d'achat pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, sachant que plus les périodes de consolidation sont importantes, plus les tendances qui émergent après que ces consolidations sont terminées sont également significatives. Autrement dit, une sortie haussière sur Nexans serait vraiment un signal intéressant à envisager d'un point de vue technique pour accompagner la tendance. Il ne faudrait pas que le titre réintègre la zone de consolidation. Orpea maintenant.
Falco, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions. Alors, Je n'hésite pas, mais il n'y a pas de questions en ce moment. ok. Alors, Orpea, là aussi, on va au préalable examiner le secteur. On l'a fait ensemble il y a 3 semaines. Je vous encourage par conséquent à retourner sur la chaîne BNP Produits de Bourse qui est présente sur YouTube où tous les webinaires sont enregistrés. Et si le secteur de la santé vous intéresse, on a fait un travail dessus ensemble il y a 3 semaines. Donc, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est faible, autrement dit, qui n'est pas en surperformance par rapport au reste du marché. Autrement dit, les investisseurs préfèrent, en tout cas en ce moment, s'orienter vers des secteurs qui sont cycliques. On a vu ensemble l'industrie, on a vu ensemble le pétrole, ce sont des secteurs qui surperforment, et les secteurs qui sont défensifs, comme par exemple la santé, on peut en citer d'autres, typiquement le service aux collectivités ou les télécoms, eh bien, ce sont des secteurs qui en ce moment sont un petit peu plus faibles. Et le secteur de la santé, donc, il est faible et par conséquent, pas d'intérêt particulier à aller, en tout cas pour le moment, sur ce secteur. C'est ce que nous dit le diagnostic technique. Alors, Orpea, c'est une société qui est un petit peu à la marge du secteur de la santé, puisque c'est en fait un opérateur de maison de retraite regardez, je vais quand même vous mettre le chart, voilà, depuis mars 2012, on est dans une méga tendance haussière, puisque le titre s'est changé à 22 euros et qu'on est à 107. Hein. Donc, c'est que des acheteurs qui plébiscitent Orpea depuis maintenant 4 ans. Oui, Falco. Désolé de te interrompre, Je t'en mais il y prie. a Didier qui nous pose. Non, mais d'abord, Stéphane dit non, il n'y a pas de questions car on boit les paroles de Laurent. Je trouve ça très très beau. Et après, il y a quand même Didier qui pose une question. Pourquoi le secteur n'a pas été examiné sur Nexens, une comparaison avec Prysmian et Flagrande? Pourquoi le secteur n'a pas été examiné Sur Nexens, sur Nexens? Oui. Et après, c'est après que j'ai pas compris. une comparaison avec Prysmian. Est-ce que je Je prononce connais, bien? je connais pas Je connais cette pas. société. Didier, Je est-ce l'ai- que vous pourriez nous faire un email comme ça on s'occupe de cette question la semaine prochaine peut-être parce que c'est pas très intéressant en fait. Et, Alors, oui, vas-y, et, Falco. et, et, et je continue parce qu'il y a maintenant aussi José qui nous pose une question. Quelle lecture du gap suivi d'un marteau de jeudi dernier? Ok. Alors, je réponds Ah, à José. Je voudrais dire à Didier que le secteur de la santé, on l'a, excusez-moi, le secteur de l'industrie, c'est-à-dire Nexens, on l'a étudié la semaine dernière. ah, Donc, retournez sur la page YouTube de BNP Paribas Produits de Bourse, regardez le webinaire de la semaine dernière et vous aurez une analyse du secteur biens et services industriels en force relative et en performance absolue. Maintenant, Orpea. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce petit marteau? Il est beau, hein, le marteau. Pour ceux qui aiment les bougies, ça, c'est du marteau. Regardez. Énorme mèche, tout petit corps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on était dans un mouvement correctif entamé le 12 septembre, qu'il y a eu une accélération baissière avec ce gap qui a été ouvert, que le marché a baissé pendant toute la journée, qu'il est allé trouver ce niveau à 98,50 et qu'il a rebondi depuis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que visiblement, on a eu à la fois des opérateurs qui ont débouclé d'éventuelles positions short de très court terme, mais surtout des opérateurs qui ont profité de ce retour sur 98,50 pour rentrer à l'achat. Alors, il y a quand même un truc, moi, qui me chagrine un petit peu par rapport à ce magnifique marteau, c'est qu'il était très très dur à trouver. C'est-à-dire que quand on se met en ligne de clôture, donc hein, c'est 98,50 hein, qui a été testé. Alors c'est vrai que là on a un support, mais là le support en clôture il a été enfoncé, il a été dépassé, pardon, il a été franchi. Ensuite c'est vrai que là il a été testé en résistance, mais quand il est redevenu support il a été enfoncé. Quand on est parti il n'est pas revenu. Autrement dit, ce niveau, José à 98,50, il était juste impossible à trouver.
D'autant plus que quand on se met en bougie, on aurait pu penser que le niveau qui allait être testé et qui allait déclencher un rebond, c'était plutôt celui-là. Vous voyez, là, il y a eu 2 tests. Là, il y a eu un 3e test. Là, on a été capé. Là, ça a servi de support. Là, ça a servi de support. C'est-à-dire que moi, si j'avais dû mettre un ordre limite d'achat sur le marché Orpea avant l'apparition du marteau pour rentrer long, j'aurais pas été fait puisque j'aurais été trop gourmand et je l'aurais mis à 97,67. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait que le marché a fait un marteau sur ce niveau? Bah, simplement que on avait beaucoup d'ordres d'achat qui étaient encarnés et que par conséquent le rejet a été très fort et qu'il a relancé la dynamique sur Orpea à la hausse. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est qu'on est donc sur une tendance de moyen terme, on l'a vu ensemble depuis 2012, qui est très forte. À court terme, malgré tout, il y a un changement de rythme. Et je vous encourage vraiment à passer du temps et à former votre œil sans aucun indicateur, sans aucune moyenne mobile, sans rien. Mettez juste les prix et essayez de comprendre, juste en regardant les prix, ce qui se passe dans la tête des opérateurs et essayez d'imaginer que font les indicateurs techniques. Là, regardez, on a une impulsion qui est forte sur Orpea. Pourquoi elle est forte? Eh bien, parce que toutes les corrections, vous le voyez, elles sont latérales. Ce sont des corrections, comme on en parlait tout à l'heure, dans le temps, pas dans le prix. On monte, et là, c'est encore une correction dans le temps, et on remonte, et c'est une correction dans le temps. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun repli. Okay, donc l'intérêt des investisseurs est très très fort sur le titre. Et puis quand on va sur ce niveau à 102 euros, il y a un changement. Il y a un changement de comportement. D'abord, le creux ici, il est enfoncé. Remarquez que c'est la première fois. Chaque fois qu'on a fait des creux, ils ont chaque fois été plus hauts les uns que les autres. C'est la première fois qu'on a un creux plus bas. Donc, formez-vous à ce genre d'observation pour comprendre que là, on est typiquement sur un marché qui prend ses bénéfices, qui souffle un petit peu. Mais cette pause, elle est petite, parce que finalement, on passe de 102 à 95, c'est un 8%, un petit 8%, et puis tout de suite, on repart. Mais on repart lentement. On repart flat avant de faire un nouveau sommet. Et quand on fait un nouveau sommet, moi, ce que j'aurais aimé, c'est de voir un pullback sur cette résistance, sur cette polarité et repartir tout de suite. Si ça avait été le cas, alors effectivement, on aurait un très fort redémarrage du momentum avec à la clé un nouveau sommet atteignable très vite. Là, pour le coup, ce n'est pas exactement le cas. On a enfoncé cette polarité et on est revenu sur 98,60. Donc, on a un marché qui est toujours haussier et qui ralentit. Quand on regarde l'ADX, eh bien, il est en train de baisser. Ça veut dire qu'il était à 30 et il n'est plus qu'à 19. Quand on a un ADX qui baisse, ça veut dire qu'on a un mouvement directionnel qui s'affaiblit. D'ailleurs, sur Orpea, on peut remarquer qu'on est peut-être en train de former un trading range. Oui, Falco. Il y a Stéphane qui pose une question. C'est, je ne suis pas encore sur Orpea, mais dois-je attendre le passage de la résistance 107 pour poursuivre jusqu'à 114 ou bien rentrer maintenant? Qu'en pensez-vous? Laurent. Alors, c'est qui pose la question? Stéphane. Alors, Stéphane, je vais répondre à votre question, mais sachez que vous êtes l'heureux bénéficiaire de cette réponse parce que je ne ferai plus ce genre de réponse. C'est-à-dire que ce que vous me posez comme question, c'est une question de trading. Ce n'est pas une question d'analyse technique. Ce sont deux compétences qui n'ont rien à voir. Vous pouvez être un bon analyste et un mauvais trader, et vous pouvez être un bon analyste et un bon trader, et vous pouvez être un très bon trader ou un très mauvais trader et un bon analyste. Les deux ne vont pas forcément ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on fait de l'analyse, on n'a pas le choix. On essaye d'appliquer une méthode, une rigueur intellectuelle qui fait qu'on ne peut pas placer en bon technicien de marché les niveaux de support et de résistance où on veut.
En revanche, quand on fait du trading, on fait ce qu'on veut. Si vous avez envie de payer Orpea maintenant, faites-le. J'ai aucun, j'ai aucune, je ne peux pas vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que, imaginons que je vous dise, ne le faites pas. On est beaucoup trop loin du stop. Et que vous me désobéissez. Et que vous le faites. Et que demain, il y a une offre publique de rachat ou une fusion entre Orpea et un opérateur et qu'on ouvre en gap haussier à 130. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas écouter Laurent? Heureusement que je l'ai acheté sous la résistance. Si en revanche, vous, demain, le titre, puisque quand on se met en ligne de clôture, vous voyez qu'on est quasiment sur le sommet. Si demain, on repart à la baisse et qu'on retourne sur 100, vous vous direz, oh là là, j'aurais pas dû acheter. Donc, en fait, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire et je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que techniquement, le stop, il est où? À très court terme. Le stop sur Orpea, il est à 98,50 et on est à 105. C'est-à-dire qu'on est loin du stop. Ça veut dire que votre risque, il est important. Donc, personnellement, je ne rentrerai pas sur Orpea quand je suis proche de la résistance et loin du support. Mais ce que je vous tiens comme raisonnement, c'est un raisonnement statistique. Tout peut changer au cas par cas. Encore une fois, demain, on peut ouvrir en gap haussier sous la résistance et vous aurez bien fait de le faire. Donc, moi, j'aime faire des opérations, quand j'en fais, près des supports. Parce que mon risque n'est pas important. Okay, donc, typiquement, c'était peut-être payer le marteau. Ou si on hésitait à acheter le marteau, payer cette bougie blanche qui comble le gap baissier. Donc là, vous avez un marteau, une bougie blanche, votre support à 98,50, il est validé. Et déjà, c'est déjà un petit peu loin. Mais l'idée, c'est que je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire du point de vue du trading, parce que c'est finalement une question de personnalité, de profil psychologique, de money management, que des choses dont nous ne parlons pas ici, qui sont centrales quand on intervient sur les marchés, mais qui pour autant ne font pas l'objet du discours que nous tenons dans ce webinaire. Donc, vous faites ce que vous voulez sur Orpea. Laurent, il y a Stéphane qui dit je pense exactement la même chose, mais je voulais confirmer mon humble avis. Merci beaucoup. Super. Bon. Donc, sur Orpea, à court terme, l'invalidation, c'est donc 98,50. L'invalidation à moyen terme, elle est plus basse. Elle est à 94,40. 94,40, c'est le dernier creux qui précède le dernier sommet. Dès qu'on fera un nouveau sommet, eh ben, on pourra monter le stop sur 98,50. La confirmation de la tendance haussière sur Orpea, c'est sur dépassement du pic précédent à 107,50. SPI maintenant. Alors, SPI, elle est pas belle. Elle est pas belle cette action parce que on est sur un secteur qui est fort et on a malgré tout une action qui se comporte pas bien, c'est-à-dire qui fait l'objet de dégagement, autrement dit, des opérateurs qui visiblement sortent de SPI pour aller arbitrer et mettre leur argent ailleurs. C'est pour ça que les prix baissent. Depuis le mois de mai, on était à 27,40, on est à 23. Alors cette baisse, elle n'est pas très importante, mais malgré tout, on voit bien qu'on est en très nette sous-performance par rapport au marché. Souvenez-vous du chart qu'on a regardé ensemble en début d'émission sur le CAC 40 avec cette progression de 8%. Que fait SPI depuis le début du mois de septembre? Rien. C'est le calme plat, voire on est légèrement baissier. Donc c'est une valeur qui à court terme n'est pas intéressante puisque elle est dans une tendance baissière et là elle est baissière neutre puisqu'on est dans un trading range entre 22,73 et 24. À moyen terme, c'est-à-dire depuis février, voire attendez, on va peut-être mettre un peu plus. Voilà. Donc, depuis le mois, on est revenu au mois d'août sur les niveaux
de début d'année. Okay, donc ça veut dire que quand on est allé tester ce point bas à la fin du mois de juillet, tous ceux qui ont acheté pendant toute l'année 2017 se sont retrouvés en perte. Okay, ça veut dire que sur SPI, la tendance de moyen terme, elle est neutre. À court terme, sur un horizon de temps différent, elle est baissière. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, tous sont descendants. Qu'est-ce qu'on attend? Un nouveau creux plus bas que le précédent. Donc, si on regarde maintenant le RSI, on voit qu'il est très faible puisqu'il a fait une incursion en territoire de survente à 17 et qu'il n'arrive plus du tout à dépasser la borne des 60. Ça, c'est mauvais. C'est le signe d'un marché qui est faible. Quand on regarde l'ADX, on voit qu'il est en chute libre, autrement dit, il n'y a plus de tendance. D'ailleurs, ça se retrouve assez facilement à l'œil nu quand on regarde ce qui s'est passé sur SPI. Ce qu'il y a de négatif, c'est que le DI- est passé au-dessus du DI+, ici, qu'on a malgré tout un petit ADX qui repointe le bout de son nez, et que par conséquent, on est visiblement sur un titre qui est faible. Alors, c'est quoi les niveaux sur ce titre qui est faible? Eh bien, à court terme, le niveau... Alors, on est dans une tendance baissière. Le niveau qui valide cette tendance baissière de court terme, c'est la cassure des 21,30 €, puisqu'on aura la préservation de cette séquence directionnelle baissière composée de creux et de sommets baissiers qui sera à nouveau confirmée avec l'inscription d'un nouveau creux. Okay, qu'est-ce qui, à court terme, invalide cette tendance baissière? Eh bien, c'est le dépassement du dernier sommet. Parce que si on fait creux, sommet plus haut, eh bien ça, c'est un mouvement qui est ascendant. Donc, il ne faut pas, pour préserver la tendance baissière de court terme sur SPI, dépasser la zone comprise entre 24 et 24,64. Donc, en synthèse, à moyen terme, on est neutre sur SPI, on fait du surplace, voire on est légèrement baissier. À court terme, on baisse. À très très court terme, on est neutre et on attend. On attend de voir si finalement le statu quo actuel va se transformer en reprise d'un mouvement positif avec un dépassement de 24,64, auquel cas on irait vers 26,32, ou si au contraire on fait juste une pause dans la baisse et qu'on va rebaisser derrière. À mon avis, si on a une correction sur le CAC 40, je vois mal SPI continuer de monter tout seul. Mais bon, on est un petit peu comme ça dans une zone d'ombre sur SPI. En tout cas, c'est pas un titre qu'il est intéressant de considérer à l'achat, à mon sens, parce qu'il y a beaucoup de faiblesses et qu'il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont beaucoup plus intéressantes et qui présentent des momentum beaucoup plus forts. On va terminer avec Gemalto. Alors attendez, il faut juste que j'aille la chercher parce que j'ai oublié de la mettre dans ma liste. Alors ça c'est Gessina, c'est pas Gemalto. Voilà, alors Gemalto, c'est pas beau, hein. C'est pas beau ce qui se passe sur Gemalto. On va mettre 5 ans, on va mettre 30 ans, on va se mettre en weekly. Eh ben, regardez, on a un prix qui a été divisé par 2, hein, puisque ça s'est changé à 85 et on est à 35. C'est même pas, c'est beaucoup plus que 2. On est à 60% de baisse environ. On a regardé l'ADX. J'en profite pour vous faire une petite piqûre de rappel sur l'ADX. Quand on accélère à la baisse, on a un ADX qui monte. Quand on consolide à la hausse, on a un ADX qui baisse, c'est logique. Quand on refait une impulsion baissière, on a un ADX qui monte. Quand on fait une tendance plate, on a un ADX qui baisse, logique. Là, on repart à la baisse et on a un ADX qui est en pleine progression haussière. Par ailleurs, on a un DI+, qui lui aussi creuse l'écart. Excusez-moi, on a un DI- qui creuse l'écart avec le DI+. Autrement dit, il y a beaucoup de pessimisme sur Gemalto. Peut-être qu'il y en a trop, justement. Pourquoi? Parce que on a beaucoup baissé, on a consolidé, gap baissier, on fait un petit pullback
sur le support qui devient résistance. C'est magnifiquement construit à la baisse. Tout le monde, tous ceux qui ont payé le support, ils profitent de sortir flat sur le support devenu résistance. Donc, on teste par le bas ce support, on déboucle les positions acheteuses pour sortir à zéro et préserver son portefeuille. Et puis tout de suite derrière, badaboum, on repart à la baisse. Alors, sur Gemalto, on a cette zone-là que je vous ai identifiée, qui est une zone importante parce que c'est une grosse zone de congestion qui devrait servir de matelas dans la baisse. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vous avez conservé Gemalto jusqu'à maintenant, autrement dit, si quelqu'un a pris toute la baisse de Gemalto jusqu'à maintenant, ben c'est plus le moment de vendre. Il fallait vendre avant. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Sur Gemalto, on va peut-être avoir un petit rebond technique. En tout cas, là, on a visiblement un marché qui est totalement dominé par les vendeurs et par conséquent, on va vraisemblablement arriver à un point de capitulation. Ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce que c'est une capitulation sur les marchés boursiers? Eh bien, c'est quand vous avez tous les acheteurs qui sont dégoûtés et qui liquident leurs titres, eh bien, ils capitulent. Et comme ils capitulent, eh bien, en fait, il n'y a plus de vendeurs puisqu'ils ont déjà tous vendu. Et comme il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que de nouveaux acheteurs et le titre va rebondir. Si c'est une notion que vous avez du mal à comprendre, j'y reviendrai parce que c'est extrêmement de comprendre qu'est-ce que c'est une capitulation. Là, on n'a pas de capitulation, mais on va vraisemblablement arriver sur des niveaux où pourrait y avoir une purge. Et là, pour le coup, on n'aurait plus d'opérateurs qui détiendraient encore des titres. Ils ont tous vendu au préalable et par conséquent, puisqu'il n'y a plus de vendeurs, il pourrait y avoir un rebond. Voilà, Falco, chers auditeurs, ce webinaire, il est 19h02 et maintenant terminé. S'il y a une dernière question, j'y réponds. À 33 €, on a une bonne zone de polarité, dit Thibaut. Oui, effectivement, à 33 €. Enfin, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Moi, j'ai 34-37, peu importe. On a ici une polarité intéressante qui peut effectivement générer un rebond. Alors, si vous rentrez à l'achat sur Gemalto, vous êtes ultra contrarien, c'est-à-dire que vous essayez d'attraper un creux, c'est super casse-gueule, c'est très dangereux, ça paye. Moi, je serais plutôt tactiquement pour ne pas forcément payer tout de suite le premier test de cette zone. Il peut y avoir un premier test, un rebond, un deuxième creux plus bas, une divergence haussière, en tout cas quelque chose qui nous montre qu'il y a une construction qui se fait et qu'on va avoir une base en formation qui va être la rampe de lancement pour les prochaines semaines potentiellement. Si vous payez juste directement cette zone à 33 €, c'est vraiment jouer le rebond technique, 48, 72 heures, et puis après, ça risque de rebaisser. En revanche, si vous attendez l'apparition d'une construction, il y a peut-être quelque chose à faire sur Gemalto, mais attention, c'est quand même très très contrarien. Vous êtes en face d'un courant vendeur extrêmement puissant. Votre seule chance de faire un trade gagnant quand vous êtes contrarien sur un trend pareil, c'est que vous arrivez à attraper le point de capitulation, le bottom qui va lancer quelque chose de plus durable. Voilà, Merci chers beaucoup, auditeurs. Laurent. Tout le monde est content, tout le monde dit merci. Vivement jeudi prochain. Il y a notamment aussi une phrase que je me plais beaucoup, c'est Louis-Marie qui dit merci pour l'éclairage et pertinence de ces analyses. L'ADX de Laurent est au plus haut. Merci. Donc voilà, donc on devrait finir, je crois, sur cette belle phrase de Louis-Marie. Donc on vous remercie comme d'habitude pour votre participation aujourd'hui, pour toutes les questions. On attend dans cette semaine, comme d'habitude, vos questions que je fais suivre évidemment à Laurent, comme ça il peut se bien préparer pour jeudi prochain, 18 h. Notre rendez-vous de la semaine avec notre cher Laurent, qu'on adore tous l'explication qu'il fait chaque semaine. Donc, merci d'avoir été avec nous. Ça fait chaud au cœur de voir toutes vos réponses. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc, merci. Merci Laurent. Merci à vous. Merci Falco. Merci à tous. Heure sympa avec vous. Et voilà, à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne soirée à tous et à jeudi prochain à 18 h.